TVT au cœur de l'information. Un nouveau guide national d'élaboration des plans de développement communaux pour le Togo. Des réunions sont organisées pour sa vulgarisation. La Caisse nationale de sécurité sociale met à contribution les élus locaux, notamment les maires, pour étendre ses activités au secteur informel et aux professions libérales. La CNSS a, dans ce sens, échangé avec ceux de la région de la Kara. Les détails dans un instant. Et puis, top départ du festival de cinéma de Lomé, Fessilom, est lancé, un festival pour primer les meilleures productions et promouvoir les jeunes à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce communiqué du gouvernement pour ouvrir ce journal. Administration de la première dose de vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne a d'abord reposé sur l'administration du vaccin AstraZeneca dans toutes les régions du Togo, puis sur le Sinovac administré dans les universités publiques du Togo. Afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective, le gouvernement décide de la poursuite de la vaccination avec l'administration de la première dose du vaccin Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021 selon le chronogramme suivant. Du 7 au 14 juillet 2021 pour les personnes âgées de 50 ans et plus, du 15 au 22 juillet 2021, élargissement de la cible aux personnes âgées de 20 ans et plus. Le gouvernement invite toutes les personnes concernées dans le Grand Lomé à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour recevoir leur première dose de vaccin Pfizer. Les personnes concernées doivent se munir de leur pièce d'identité et du numéro de confirmation obtenu lors de l'inscription en ligne. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le étoile 844 dièse ou en se rendant sur le site http://vaccin.covid19.gouv.tg pour se faire enregistré. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination dans le Grand Lomé destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Fait à Lomé le 3 juillet 2021, le gouvernement. Bulletin météo, Lomé fortement arrosé ce samedi après-midi, de fortes averses sur la capitale et à la périphérie de Zosimé à Baguida, au centre-ville. Image ici de Anukopé où les caniveaux contiennent encore des eaux débordées ailleurs sur la route, comme ici sur le pavé d'Adewi Todman. Attention, les routes peuvent être glissantes. Prudence donc en ces temps de pluie pour ne pas éclabousser les autres usagers. On pourrait éviter bien des cas d'accident. Après la pluie, le beau temps. Le Togo a désormais un nouveau guide national d'élaboration des plans de développement communaux. Des actions sont menées pour le rendre accessible aux acteurs de développement local. Le ministre en charge du développement des territoires organise à cet effet des séances de travail pour sa vulgarisation. En savoir plus avec Nestor Mouzou. Conformément aux dispositions de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales au Togo, chaque commune est tenue d'élaborer son programme de développement. Un guide national de référence a été conçu en 2014.
7 ans après, une nouvelle version du guide a été adoptée. Pour rendre accessible le guide amélioré aux acteurs de développement local et faciliter son appropriation, le ministère délégué en charge du développement des territoires a entamé une campagne de vulgarisation. Cette rencontre a regroupé les acteurs de développement des communes des préfectures de la COSA, de la Bina et d'Assoli. Si on a obtenu cet outil aujourd'hui, en réalité, il ne date pas seulement d'aujourd'hui. On avait un guide qui seulement aujourd'hui a subi des modifications pour tenir compte des nouvelles thématiques pour l'émergence, notamment l'énergie, climat, l'approche genre, pour que l'orientation du développement qu'on veut donner à nos communes puisse tenir compte de tous ces éléments. Le guide révisé pour l'élaboration des PDC, plans de développement communaux, est structuré en 3 grands chapitres. Le premier chapitre porte sur les généralités, c'est-à-dire tout ce qui est lié au cadre technique de planification, le cadre légal et le cadre institutionnel, les principes d'une bonne planification, les acteurs de la planification, la mise en cohérence de la planification. Le deuxième chapitre porte sur le processus même d'élaboration. Et ce processus, il est structuré en 5 étapes, c'est-à-dire la préparation, le diagnostic, la définition de la vision, la programmation et l'adoption avec l'approbation par la tutelle. La dernière partie, c'est le mécanisme de mise en œuvre de surévaluation. Quel mécanisme mettre en œuvre pour qu'une fois le plan élaboré, on puisse effectivement l'implémenter sur le terrain pour le bien des populations. Après la ville de Kara, pour les acteurs de développement communal de la COSA, de la Bina et d'Assoli, la délégation des ministères en charge du développement des territoires et de la planification du développement et de l'aménagement du territoire va travailler à Bassar avec ceux des préfectures de Bassar et d'Angpen et à Niamtougou avec ceux des préfectures de Doufelgou et de la Kéran. La Caisse nationale de sécurité sociale veut étendre ses activités au secteur informel et aux professions libérales. Un mécanisme d'extension a été élaboré. Pour atteindre ces objectifs, la CNSS sollicite l'appui des élus locaux, en particulier celui des maires. Nestor Mouzou. Dans sa volonté de permettre aux travailleurs du secteur informel et des professions libérales de bénéficier des prestations qu'elle offre en matière de protection sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale a élaboré un mécanisme d'extension. C'est ce mécanisme qui fait l'objet de cette séance d'information à l'endroit des maires des 22 communes de la région de la Kara. Il a pour objectif de développer une base de connaissances nécessaires pour l'architecture et la détermination des paramètres techniques et financiers pour l'élaboration des produits de sécurité sociale adaptés aux travailleurs des secteurs non encore couverts. Le mécanisme vise aussi à renforcer le système d'information et d'adapter le cadre institutionnel pour faciliter l'immatriculation des acteurs. Lorsque une population bénéficie de la couverture sociale, elle sera en bonne santé, elle sera plus productive et elle apportera plus pour le développement du milieu. C'est pourquoi aujourd'hui il est important que la Caisse nationale de sécurité sociale étende ses activités. Il faut dire que dans les garanties actuelles, nous avons 3 grandes catégories de prestations. Les prestations au titre des prestations familiales, allocations familiales, les indemnités de maternité et les allocations prénatales. Nous avons les prestations au titre des risques professionnels, qui prennent en compte les accidents de travail, les maladies professionnelles et la vieillesse. Ce que nous sommes en train de mener, c'est de pouvoir permettre que cette population puisse au moins bénéficier de la retraite, de l'assurance vieillesse. Dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, c'est clair, c'est qu'à la longue, que chaque Togolais puisse être protégé, que chaque Togolais puisse avoir le minimum vital dans ses vieux jours. Les maires étant proches de la population, ils vont plus expliquer aux populations et aider la CNSS à développer, c'est-à-dire son programme. Président de cette séance d'information et de sensibilisation des maires de la région de la Kara, le préfet de la COSA, Hemo Badiba Obakali, s'est réjoui de sa tenue. Il a souligné que cette initiative vient à point nommé aider les collectivités locales à mieux comprendre le processus d'extension de la sécurité sociale aux acteurs du secteur informel. Des rencontres similaires seront organisées aussi dans les autres régions et dans le Grand Lomé, et ceci en collaboration avec le Bureau international du travail BIT.
Halte au travail des enfants, l'heure n'est plus au discours, c'est un fait, une réalité. 72 millions d'enfants en âge d'école primaire et un nombre beaucoup plus important encore d'enfants en âge d'école secondaire ne sont pas scolarisés selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Des chiffres alarmants qui en appellent à une prise de conscience. Des efforts sont faits dans ce sens au Togo. Clarisse Atikle. La pédopornographie ou la pornographie mettant en scène des enfants. Les enfants togolais en sont de plus en plus victimes et le ministère de l'Action sociale fait de son éradication une de ses priorités. Pour marquer la 31e journée internationale de l'enfant africain, un regard particulier est porté sur le phénomène et les enfants sont mis à contribution. Nous allons travailler en collaboration avec le ministère. Dans notre plan d'action, nous allons mettre un point sur cette pédopornographie et toute forme de violence pour ensemble lutter contre ce fléau. Au lieu d'utiliser les nouvelles technologies à mauvaise fin, j'invite chaque enfant et jeune à utiliser ces nouvelles technologies-là pour les recherches, leur formation, s'informer pour s'épanouir davantage. En marge de la célébration de cette journée, une campagne nationale de lutte contre le travail des enfants est lancée. Le travail des enfants inclut en effet leur exploitation sexuelle, dont la pédopornographie, considérée comme l'une des pires formes de travail des enfants. C'est donc un défi émergent par le biais des technologies de l'information et de la communication. Le ministère de l'Action sociale s'engage donc à renforcer la sensibilisation sur le fléau. Il y aura des émissions de sensibilisation qui vont être animées sur les radios nationales et communautaires pour pouvoir porter le message à tous les acteurs, surtout les parents et les enfants, sur le rôle qu'ils doivent jouer pour mettre fin à ce phénomène. Nous avons également prévu la diffusion des messages ou des spots de sensibilisation sur les réseaux sociaux, puisque ces réseaux sociaux constituent aujourd'hui l'un des canaux privilégiés de communication et sur lesquels également beaucoup de parents et d'enfants se retrouvent. Le ministère de l'Action sociale a dénombré en 2016 1424 enfants en situation de travail. La journée de l'enfant africain a donc axé les réflexions sur l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne où les enfants sont davantage protégés contre les violences, l'exploitation, la négligence et les abus. Encore des chiffres qui font froid dans le dos concernant toujours les enfants. 230 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde n'ont jamais été enregistrés à leur naissance. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Un des droits des enfants encore bafoué. Le Togo met les bouchées doubles pour corriger le tir depuis quelques années en délivrant des actes de naissance aux enfants qui n'en ont pas. Et de bonne volonté, dont le parti politique UNIR, Union pour la République et l'association Djidoula accompagnent cette politique du gouvernement dans la préfecture de Vaud. Ramdan Bassina. 5000 enfants de la préfecture de Vaud reçoivent leur acte de naissance, un document précieux pour la poursuite de leurs études et pour la vie. Ils ont entre 8, 9 et 10 ans sans acte de naissance jusque-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des documents reçus des mains des cadres UNIR Vaud et de l'organisation Djidoula. Une véritable opération foraine qui réjouit les bénéficiaires dans tous les cantons de la préfecture de Vaud. Grâce à vous, nous sommes comptés parmi les Togolais et Togolaises. Nous vous prions également de nous aider pour l'établissement de certificats de nationalité. La promotion de l'éducation pour tous et la culture de l'excellence auprès des apprenants sont au cœur de la politique des cadres UNIR Vaud et de l'association Djidoula. Occasion d'en appeler les parents à établir les certificats de nationalité à leur progéniture. Le secrétaire préfectoral UNIR Vaud a insisté sur les idéaux de paix et de pardon. Cette opération d'une valeur de 12 500 000 francs CFA a été financée sur ressources des cadres
unir. Et donc avoir un acte de naissance, cela permet de pouvoir faire ses études normalement, donc passer les différents examens. C'est aussi la possibilité d'avoir sa nationalité plus tard et d'être considéré comme citoyen dans son propre pays, de voyager, de mener des activités. Il est important et fondamental que tout parent puisse veiller à ce que ses enfants disposent d'actes de naissance pour pouvoir évoluer convenablement dans la vie. Je voudrais également dire que cette opération est dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence François Nyasigwe, qui se préoccupe du bien-être des enfants, du bien-être de la jeunesse togolaise. Et donc par cette initiative, il s'agit pour nous, cadres Unirvo, de rester dans cette vision pour pouvoir permettre à ces élèves bénéficiaires d'avoir les moyens de bien évoluer dans la vie. Les cadres Unirvo entendent veiller au respect des valeurs civiques et citoyennes, la culture de la paix au sein de la préfecture de Vaud et le respect scrupuleux des mesures barrières étaient au cœur de la sensibilisation qui s'en est suivie. Une opération foraine soutenue par le tribunal de Vaughan. On va s'intéresser à présent au transfert monétaire du côté de la région centrale. ANADEB est toujours sur le terrain pour soutenir les ménages vulnérables. Des causeries socio-éducatives couplées de suivi des activités génératrices de revenus sont organisées au profit des bénéficiaires. Désiré Aloy. Dame Adao à Aoumachatom, dans Tchaoudjo 2, depuis 2 ans, gère cet enclos, une activité génératrice de revenus qu'elle a initiée grâce au fonds de transfert monétaire de 15 000 francs par trimestre. Une AGR qui a changé positivement le quotidien de la famille. J'ai bénéficié avec ANADEB des transferts monétaires et de 15 000 par trimestre, 8 fois ça faisait 120 000. Donc j'ai enlevé une partie pour faire les occupations des enfants et leur scolarité et la santé. Donc j'ai économisé une partie et j'ai acheté 2 porcs, dont un mâle et une femelle. Donc aujourd'hui j'ai 15 au total. Je remercie ANADEB et le chef de l'État, Fort Nyasigwe, pour nous avoir aidés à sortir de la pauvreté. Pialo, elle, a investi cet argent dans la transformation du soja, une activité qui la met à l'abri de la pauvreté. Dans la région centrale, 9 650 ménages ont bénéficié de ce transfert monétaire qui a contribué à l'éducation des enfants. J'achète le soja, je transforme et je fris pour vendre. Je n'arrivais pas à couvrir les besoins. Mais aujourd'hui, grâce à mon petit commerce que je fais, j'arrive à payer les frais à l'école. Aujourd'hui, ANADEB Région Centrale va à la rencontre des bénéficiaires pour une causerie éducative, des échanges pour les accompagner davantage dans la gestion des fonds issus des transferts monétaires. ANADEB nous a donné des conseils. Des femmes de grossesse, comment aller à l'hôpital. On nous a montré aussi comment gérer le commerce. La causerie est relayée par 4 radios partenaires, Cosmos à Sotobois, Central FM et Venus à Sokodé et Tchamba FM à Tchamba, au profit des autres communautés. Vous savez, les transferts monétaires elles-mêmes ont contribué à augmenter les revenus des ménages. Mais l'accompagnement, ou ce que souhaite le gouvernement, c'est que cet accompagnement-là puisse les permettre d'utiliser les fonds des transferts monétaires pour investir dans leur quotidien et donc pour investir dans la santé, pour investir dans l'alimentation, pour investir dans l'éducation, pour que ces personnes qui ont pu bénéficier de cette première phase ne retombent plus dans leur situation de départ, qui est donc la pauvreté. Au plan national, 685 villages sont couverts, 60 534 ménages ont reçu des transferts monétaires. Parmi eux, 44 666 ont développé et entretenu des activités génératrices de revenus. Pour un enseignement de qualité, un bâtiment scolaire est construit dans la commune de Cloto, à Palimé. Cette commune a également bénéficié d'un château d'eau. Yasmine Koudia.
Une bonne nouvelle pour les élèves de l'école primaire publique Yiltivi Kondji à Kpalimé. Un bâtiment de 3 classes doté d'un magasin et d'un bureau leur a été offert. Ce don de l'ONG Half Fur Togo vient améliorer les conditions de travail des apprenants et enseignants. Nous sommes débordés de joie parce que ça fait des années que nous avons souffert ici. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme don, nous ne savons pas comment remercier ces donateurs. L'éducation, pour être efficace, a besoin de se dérouler dans un bon cadre et dans de meilleures conditions. Une préoccupation que l'ONG Half Fur Togo et la BCN ont bien comprise. Ich bin auch sehr froh, dass die deutsche Bundesregierung Je suis très content que le gouvernement d'Allemagne a l'avis que le Togo a potentiel. C'est officiel. Diesen Staat fördern kann, ist offiziell jetzt in Deutschland genehmigt. Nous avions eu à construire plus de 15 bâtiments scolaires depuis leur partenariat. Nous avions commencé à plus de 15 tout récemment. Ça fait 3 ans, 4 ans, nous avions construit un centre médical à Agutiko, dans le Bas-Mono, dans la préfecture du Bas-Mono. L'ONG a auparavant inauguré un bâtiment préscolaire de 2 classes, un château d'eau au profit de l'EPP, Yiltivi Kondji et la population environnante. Information sur le Covid-19 au Togo à ce jour, samedi 3 juillet 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 14 039, 40 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 531, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 378 et le nombre de décès est de 130. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Nijiawa. Actualité à l'international, en bref, en République démocratique du Congo, la situation est d'autant plus inquiétante que le variant Delta, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le pays fait face à une 3e vague du Covid-19 plus virulent et qui représente 84% des contaminations dans le pays. Les hôpitaux saturés par les malades du Covid-19, une crainte d'une pénurie d'oxygène s'installe alors que le nombre de cas connus ne fait qu'augmenter selon les autorités sanitaires. La France reprend les opérations conjointes avec le Mali. L'annonce a été faite par le ministre des Armées ce vendredi, ceci un mois après la suspension de sa collaboration avec les forces armées maliennes. L'interruption n'aura duré qu'un mois. L'armée française reprend du service au Mali. Les militaires de la force Barkhane vont donc à nouveau patrouiller avec l'armée malienne pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Ces activités avaient été suspendues le 3 juin dernier après un 2e putsch en 9 mois au Mali. Le colonel Assimi Goïta avait fait arrêter le président et le premier ministre de transition avant d'accéder lui-même à la présidence. Un coup d'État inacceptable pour la communauté internationale. Mais la ministre française des Armées, Florence Parly, veut à tout prix assurer la stabilité du pays, indispensable à la lutte contre les groupes terroristes. Nous avons collectivement, nous Européens, une responsabilité de sécuriser le flanc sud de l'Europe. Il est essentiel de ne pas permettre que le Sahel, et plus largement l'Afrique, devienne une zone refuge et d'expansion pour ces groupes terroristes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda. Actuellement, plus de 5000 militaires français sont déployés dans la force Barkhane. Mais Emmanuel Macron souhaite enclencher un désengagement progressif. La France compte beaucoup sur la montée en puissance de Takuba, un groupement de forces spéciales européennes, composé pour le moment d'une moitié de Français, mais aussi d'Estoniens, de Tchèques, de Suédois et d'Italiens.
En bref, au moins 43 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau transportant 127 migrants au large de la Tunisie. Les propos recueillis d'un responsable du Croissant Rouge tunisien révèlent que le bateau coulé au large de Zarzis avait quitté les côtes libyennes en début de semaine. 84 migrants ont donc été secourus et 43 autres portés disparus. Retour au Togo pour signaler cette rencontre du ministre du Tourisme avec les responsables des hôtels d'État de l'intérieur du pays. Une entrevue pour leur remettre les arrêtés portant reclassement et avancement de certains agents dont les avancements sont bloqués depuis des années. Sylvain Abdou. Après plusieurs mois d'études et d'analyses sur la situation des agents des hôtels publics de l'intérieur du pays, notamment hôtel public de Dapaon, Niamtougou, hôtel Kara, Bassar, Sokodé, Atapame, c'est-à-dire Rock Hotel, Palimé, c'est-à-dire 30 août, et Abouta, dans le Wawa, une décision vient donc d'être prise par le gouvernement. Il s'agit de l'arrêté portant reclassement et avancement de ces hôteliers qui émargent sur le budget de ces hôtels et qui attendaient cette décision il y a plusieurs années déjà. Ce qui fut fait est remis ici à Atapame à chaque responsable d'hôtel public de l'intérieur pour une prise en compte de cette décision. Une décision effectuée sur instruction du chef de l'État, Foreso Zimna Nyansingbe, pour améliorer un tant soit peu leur situation. Il y a quelques mois, nous avons reçu des instructions suivies d'orientation claire du chef de l'État pour travailler à juguler la question. Nous sommes heureux de pouvoir débloquer les avancements catégoriels de 191 agents des hôtels de l'intérieur du pays. Et nous sommes conscients que dans la perspective actuelle et surtout dans le cadre de la feuille de route 2025, il faut mettre le personnel dans les conditions pour pouvoir soutenir le projet P19 qui consiste à définir ou à proposer une offre touristique de loisirs. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour les uns et les autres qui ont vu cet avancement catégoriel appliqué désormais. Ce n'est pas facile de rester un longtemps sans évolution. Avec cette décision du ministre pour débloquer ces avancements, pour débloquer cette situation de nos personnels, nous le remercions beaucoup. Ça va agir beaucoup sur le rendement. C'est une grande joie pour nous, une grande joie, une grande fierté que notre ministre, qui s'est soucié de nous et de nos agents. Cet engagement du gouvernement va non seulement permettre d'améliorer les conditions de vie du personnel, mais aussi les inciter à donner un bon rendement à travers une meilleure prestation de service. Top départ du Festival de cinéma de Lomé, Festilom édition 2021 est lancé. Les meilleures productions seront primées et ce n'est pas tout. Les courts-métrages des jeunes cinéastes togolais seront également mis en exergue. Le thème de cette année porte sur la contribution du cinéma vert pour un développement durable. Sandra Ziag. Le 7e art au service de l'environnement. Une vision du festival de cinéma de Lomé, Festilom, à travers des jeunes cinéastes togolais engagés pour protéger, prévenir, voire restaurer ce qui reste de l'écosystème. Des productions de films documentaires, des courts-métrages portant sur la thématique environnement sont au registre de la 8e édition. Il est question pendant cette édition de mettre les caméras à côté de l'environnement, de joindre l'utile à l'agréable. Il y a eu des programmes de formation où nous avons eu à former 20 personnes et à la fin, nous avons produit 4 films courts-métrages et un film documentaire qui, eux tous, s'inscrivent dans la thématique. 21 films sont retenus pour ce rendez-vous. Les meilleurs vont être primés et récompensés. Le 3 juillet au soir, à l'Institut français, nous allons primer le meilleur film sur l'environnement et le méritant repartira avec $1000. À Néron, nous allons sélectionner le meilleur film qui a été primé, les films qui ont été produits par les jeunes en formation à la résidence et les films qu'on a jugés bons pour sensibiliser tout le monde. Nous allons faire une
projection de films. La 8e édition de Fessilom est couplée du 4e forum des jeunes engagés pour l'environnement. Elle servira également de cadre de diffusion des courts-métrages produits par ces jeunes à l'Institut français de Lomé. De nos déchets. Et si on triait, la terre sera plus enchantée de ne plus respirer l'air. Et ce festival prend donc fin ce soir et nous reviendrons bien évidemment sur d'autres aspects de ce sujet. Retour une fois encore sur ce communiqué du gouvernement qui a trait à l'administration de la première dose de vaccination avec Pfizer dans le Grand Lomé. Le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne a d'abord reposé sur l'administration du vaccin AstraZeneca dans toutes les régions du Togo, puis sur le Sinovac, administré dans les universités publiques du Togo. Afin d'accélérer le processus devant permettre l'acquisition d'une immunité collective, le gouvernement décide de la poursuite de la vaccination avec l'administration de la première dose du vaccin Pfizer dans le Grand Lomé à compter du 7 juillet 2021 selon le chronogramme suivant. Du 7 au 14 juillet 2021 pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Du 15 au 22 juillet 2021, élargissement de la cible aux personnes âgées de 20 ans et plus. Le gouvernement invite toutes les personnes concernées dans le Grand Lomé à se rendre dans le centre de santé le plus proche pour recevoir leur première dose de vaccin Pfizer. Les personnes concernées doivent se munir de leur pièce d'identité et du numéro de confirmation obtenu lors de l'inscription en ligne. Toute personne désireuse de se faire vacciner doit se faire enrôler en composant le étoile 844 dièse ou en se rendant sur le site http://vaccin.covid19.gouv.tg pour se faire enregistrer. Le gouvernement compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination dans le Grand Lomé destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective. Fait à Lomé le 3 juillet 2021, le gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée, de nuit plutôt, sera présentée par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.